La nature est notre mère. Elle nous accueille, ouvre nos sens. Elle nous offre l'odeur de la terre, la beauté, la sérénité. Parfois brutale, elle fait rejaillir le sens du mot humanité. Je suis à Saint-Adolphe d'Howard, dans les Laurentides, au Québec. À l'été 2022, rien n'était normal côté météo. Cette année-là, vers la fin du mois de mai, on a vécu un derecho. Derecho a laissé des traces dans notre village. Des arbres déracinés, arrachés, coupés, des poteaux et des fils électriques brisés, des véhicules ensevelis sous les arbres. C'était effrayant. Mais c'était sans compter que l'œuvre de Dame Nature n'était pas encore terminée. Même qu'à Saint-Adolphe d'Howard, dans les Laurentides, une possible tornade se serait levée vers 18 heures. Une tornade a fait des dommages importants dans les Laurentides le 23 juillet. Un matin difficile à Saint-Adolphe. L'ampleur des dommages causés par le passage d'une tornade samedi continue de saper le moral des sinistrés. Mais pas le choix, l'heure est au nettoyage. Le 23 juillet 2022, en fait, c'était un samedi, c'était la première journée des vacances de construction. Et le lac était rempli de bateaux. En fait, moi, c'était une de mes plus grosses journées de la saison parce que il faisait beau. Puis c'était le début des vacances. Donc, tous mes bateaux pontons en location étaient sur le lac. J'ai des paddleboards, la chaloupe, les canots, le kayak. Tout était sur le lac cette journée-là. Et puis, à un moment donné, en l'espace de, je dirais, 20 minutes, mais ça s'est tellement fait vite. Il y a eu tellement d'action pendant la période où ça s'est installé que c'est difficile pour moi d'avoir le facteur temps. Mais je vous dirais, à mon ressenti, ça a duré peut-être 20 minutes, en l'espace de 20 minutes, une demi-heure, là, tout s'est passé. Là. Le scénario du lac a changé complètement. Et puis là, à un moment donné, pouf, on n'avait plus d'électricité dans la cabane. Les clients revenaient assez rapidement parce que là, ils commençaient même à grêler. Puis moi, le mot d'ordre, quand il y a un orage à Marina, bien, mon staff, ils sont au courant. On enlève nos T-shirts, on sort dehors, on garde le sourire, puis on accueille les clients, puis on essaie de détendre l'atmosphère. Au lieu d'avoir l'air à rajouter un stress, on essaie d'évacuer, être efficace dans l'évacuation des bateaux, puis rattacher tout ça à la place, mais de ne pas semer la panique, puis d'avoir l'air de vouloir se cacher de la pluie. Mais c'est un peu de cette manière-là qu'on agissait. On rend ça plus agréable comme journée, comme fin de journée pour les clients. On a appliqué la même méthode qu'on faisait avant, sauf que là, à un moment donné, on est en train de mettre les housses, les toits dans les housses, puis je regarde un de mes employés, puis j'y pointe. Je dis, regarde, tu vois, là, on n'a pas d'électricité, c'est les transformateurs viennent de sauter là-bas, parce qu'on voyait comme la petite fumée monter. Puis à un moment donné, hop, j'envoie une deuxième, j'envoie une troisième, mais ça montait vite. Là. Je dis, c'est pas pantoute des transformateurs, ça, là. Là, j'ai réalisé que c'était des petites tornades qui étaient en train de se former au loin. Et puis, ça s'est fait assez rapidement. Là. J'avais des clients, ils étaient bien sur l'eau, ils m'appelaient. « Hey, on peut-tu rester? Nous autres, ça ne nous dérange pas qu'il pleuve, on est à l'abri. » Non, 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 non! Vous revenez, ça presse. Alors, on a sorti tous les clients à temps. Et puis,
C'était une fin de journée assez spéciale parce qu'après ça, je dirais 20 minutes après la tornade, là, c'était le gros soleil. Le lac est revenu calme. Il faisait une chaleur incroyable. On n'aurait pas dit qu'il venait d'avoir une tornade. C'était spécial. Je réalisais que la tornade passait en plein dans le secteur où j'habite. Mais bizarrement, on n'est pas habitué à ça qu'il y ait des tornades qui passent au Québec. J'ai pas eu le réflexe de penser qu'il y avait des dommages sur ma maison, mais pas du tout. Puis quand ça s'est tout calmé, une fois que la tornade a passé, puis que le lac est redevenu miroir, un gros soleil, moi j'avais déjà publié ma vidéo, je l'avais envoyée sur les réseaux, puis j'avais déjà, je pense, au-dessus de 5 000 ou 10 000 vues sur ma vidéo, le monde commentait, dont ma voisine qui m'appelle sur mon cellulaire, puis elle me dit « Martin, peut-être que tu devrais venir faire un tour à la maison. » Dis-moi, la tornade, ça a passé direct chez nous. Je la croyais plus ou moins. Je pensais qu'elle me faisait une joke parce que j'avais vraiment pas l'impression qu'il y avait des dommages pour vrai. Puis, ben c'est notre style à nous autres de joker tout le temps. Puis finalement, elle me dit « Non, Martin, elle dit, je niaise pas. » Elle dit « J'ai plus de cheminée après la maison. » Elle dit « On voit le ciel. » Elle dit « La laine minérale à terre. » Elle dit « Il n'y a plus de poteaux de galerie. » Elle dit « Il y a des arbres. » Elle dit « Je me suis rendu à pied. » Elle dit « Ça passe pas en auto pour se rendre à la maison. » Je dis « Es-tu sérieuse, toi, là? » Fait que j'ai serré mon stock, puis je suis parti en Jeep pour me rendre à la maison. Puis effectivement, quand je suis arrivé pas loin du lac Beau-Soleil, j'ai fait face à un mur d'arbres empilés dans la rue. C'était pas marchable, même pas marchable dans la rue à cet endroit-là. Donc, je me suis stationné chez la mère d'un de mes amis, puis j'ai mis mon pack-sac. J'ai regardé dans le ciel, j'ai fait comme, bon, ben, un nouveau chapitre qui s'installe. Et puis, j'étais conscient que j'étais en train de vivre de quoi de spécial à ce moment-là, parce que je disais, hey, tabarouette, c'était gros, là, une tornade à Saint-Adolphe. Fait que je m'en allais entre les arbres, on se promenait sur les terrains à enfourcher les arbres, tout le kit. Puis à un moment donné, j'étais arrivé au coin de la maison, au coin de Tour-du-Lac, puis au coin des deux Tours-du-Lac, c'était un de mes chums, Martin Villeneuve, qui était là. Puis il y avait déjà à peu près, pour moi, il devait y avoir 15 personnes là avec des chats, puis c'était déjà en train de faire un feu puis de commencer le nettoyage. C'est fou, raide l'ambiance. J'ai resté là, jaser un peu, mais je commençais à avoir hâte d'aller voir chez nous de quoi ça va l'air. À un moment donné, j'ai salué puis j'ai continué la route. Puis je me suis rendu jusque chez nous à travers les arbres. Puis finalement, je faisais le tour de la maison. Puis avec tout ce que j'avais vu en m'emmenant en marchant, je me considérais chanceux. Puis ben, c'est l'action qui a commencé. Là c'était de réaliser ça. C'était un peu déstabilisant. Chaque fois que tu rentres dans la maison, tu ressortais dehors, tu voyais le paysage complètement changé. On dirait que ça a pris vraiment du temps avant d'accepter puis de réaliser qu'est-ce qui venait de se passer. Là. On demeurait dans ce qu'on appelle une pinède. C'est du pin rouge qui ont été plantés à peu près il y a 56 ans, entre 56 et 60. C'était pas, quand on l'a acheté, c'était pas un but de l'exploiter. C'était seulement l'entretenir, puis on l'avait bien entretenu. Quand le vent est arrivé, mais, on estime qu'on a entre 500 et 600 arbres qui ont tombé. On était ici à la maison, puis j'étais en train d'organiser un grand souper pour toute la famille. Parce que la fête à Daniel est le 22. On avait décidé qu'on le fêtait le 23 parce que sinon, c'est pas tout le monde qui aurait pu venir. Puis ça a été cancellé vers 11 heures. Donc, quand je pense à ce qui s'ensuit, là, j'étais bien contente.
Puis là, on a passé la journée tout seul. On faisait notre petit train-train comme d'habitude dehors. On s'occupait des arbres, des fleurs, tout ça. Et quand on est rentré vers 6 heures pour prendre notre petit drink, on était assis ici dans le salon. On s'est installé sur la plage, Guillaume et moi. On a une petite plage et puis voilà. Après ça, quand Steve est arrivé, mon frère, on s'est installé sur la terrasse. On a continué de prendre l'apéro. Et puis c'est ça, là, vers 5h30, 6h, là, ça a commencé à s'assombrir. Et puis là, il est arrivé de la grêle. Je pense que c'est arrivé 3 fois à peu près, de la grêle. Puis la 3e fois, c'était quand même pas mal plus gros. Et puis, bien, c'est certain que ça nous a rappelé le derecho qu'on avait eu en mai. Donc, oui, c'est inquiétant, mais en même temps, c'est un petit peu du déjà-vu. Donc là, à ce moment-là, Guillaume et moi, on s'est mis à courir un peu dans la maison pour fermer les fenêtres parce qu'il y avait vraiment beaucoup de vent. Moi, j'étais dans le fond de la maison en train de fermer les fenêtres à l'autre bout, fait que je ne voyais pas nécessairement ce qui se passait, tandis que Guillaume était comme face au lac. Donc, il a vu les arbres penchés là, très bas, là, à un niveau qu'il n'avait jamais vu. Puis c'est à ce moment-là qu'il a crié, il a hurlé comme qu'il fallait aller se réfugier dans le sous-sol là, pour se protéger au cas où... Là, on a entendu comme un bruit, un gros bruit, là. Ça scillait. Puis les arbres ont commencé à brasser. Comme ça, là. Puis c'est tout en même... Tu sais, on fout après ça n'importe comment. Fait que là, on s'approchait de la fenêtre, puis on disait, voyons, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne voit pas le ciel? Avec nos arbres, ils étaient trop près. On se disait, qu'est-ce que c'est ça? Puis moi, c'était le bruit, là. Je vais toujours m'en souvenir. Là, moi, j'avais 2 mains comme ça, puis j'étais... Philippe, viens-t'en. Je voulais le faire reculer, mais lui, il était curieux de voir qu'est-ce qui se passait. On n'a jamais pensé que c'était une tornade. On a pensé que c'était un orage, je sais pas, là. Puis là, bien, à un moment donné, tout a cassé. Puis là, c'était le calme total. C'était... On vient pour sortir dehors. Puis là, on ne pouvait pas sortir. La porte était bloquée par des arbres. En arrière aussi, ici. On a sorti par le garage, mais juste sortir, là. On était collés sur la porte de garage, puis on s'est collés tout le long en s'en venant, puis... Mon frère a ouvert la porte du rez-de-jardin, puis il l'a refermé, puis il m'a regardé dans les yeux, puis il m'a averti, il m'a dit « Ma sœur, je veux juste t'avertir, je veux que tu saches que ça va bien aller, mais que ce que tu as connu avant, ça n'existe plus. Donc, calme-toi, ça va aller. » Et puis, ben, c'est là que j'ai ouvert la porte, puis que j'ai vu que tous les arbres étaient par terre, là. Tous les arbres. Puis je voyais la montagne en face que j'avais jamais vue, là. On regardait ça, là, c'était épouvantable. Moi, je n'avais pas dans la tête que c'était partout. J'étais certaine que c'était juste là. Mais partout, je ne voyais plus rien, là. Ça s'est fait tellement vite que, pas seulement... pas eu le temps d'avoir peur, là. On voit souvent des films, il faut se réfugier dans le sous-sol, tout ça, mais ça s'est fait tellement vite que le sol, on n'y a même pas pensé. C'est vrai. Donc, les dommages, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de dommages. On a perdu nos 2 véhicules qui ont été déclarés perte totale. Il y a eu des dommages sur la maison. L'électricité, on a perdu l'électricité. Pas juste nous autres, mais partout dans le domaine. Là. Ça a pris 5-6 jours à peu près. En fait, on a eu beaucoup de dommages de ce côté-là. Ce qui concerne la maison, le véhicule, les contenus, assurance, ça a très bien été. Ils payent, ils remboursent, mais tout ce qui est terrain, arbre, ils ne touchent pas à ça, les assurances. Alors, c'était des dépenses non prévues. Dans nos budgets.
trois, on était ensemble. On avait fait un lave-auto. Ici, à la caserne, on était pas mal tous les pompiers qui étaient sur place pour le lave-auto. Puis comme à toutes les années, après le lave-auto, je fais un barbecue à la maison. Fait que la majorité des gars étaient rendus chez nous après le lave-auto quand on a commencé à avoir les alarmes pour la tornade puis les premiers appels de vérification d'arbres sur fil. En fait, nous, ça sonnait installation électrique, donc arbre sur fil. On est parti 2 unités en direction du premier appel. Puis en se rendant sur place, on a eu d'autres appels pour un autre secteur. Donc, Max est parti dans le second secteur, donc le secteur du lac Beau-Soleil. Puis moi, je suis continuée vers le domaine Saint-Adolphe en haut, mais il y avait des arbres partout. Donc, on était très limités dans l'avancement du déploiement là, pour se rendre sur place. Puis de mon côté aussi, quand que je me suis dirigé avec les autres gars côté coteau du lac, mais ça a été la même chose. J'ai laissé les gars là qui commencent à se faire une tranchée pour passer avec les camions, puis moi, je suis parti à pied juste pour aller voir qu'est-ce qui se passait, pour constater puis donner un compte-rendu à tout le monde de qu'est-ce qu'il en était vraiment avec la situation qui venait d'arriver. Quand on est arrivé sur chemin du village, proche de l'intersection chemin du Tour du Lac, il y avait beaucoup d'arbres, en fait, sur facilement presque 500 mètres, qui étaient dans la rue. Puis on savait qu'il y avait une ambulance qui s'en venait. Il y avait des citoyens qui étaient là en train d'essayer de couper les arbres pour être sûr de faire passer l'ambulance. On leur a demandé d'arrêter parce qu'il était quand même sur les fils électriques là, qu'on a demandé de libérer l'espace puis que l'ambulance passerait par un autre secteur. Dans le fond, rendu dans le domaine, moi, quand j'étais allé vérifier l'appel, la madame qui avait fait un appel pour une demande d'ambulance, j'ai vu qu'elle était correcte, qu'elle était seule, c'est juste les nerfs, elle était comme paniquée. Puis quand j'ai vu qu'il n'y avait pas nécessairement besoin d'ambulance, bien là, on les a annulés, comme quoi que, on était avec eux autres, qu'il n'y avait pas de danger. Puis on a fait le tour, on a aidé du monde à évacuer. Ça a pris 1h30 évacuer la madame avec la maison jaune de chez eux jusqu'au coin du chemin du Tour du Lac, parce que c'était pas carrossable nulle part. Là. Il fallait passer en dessous des arbres. Les arbres étaient vraiment couchés d'un bord à l'autre, donc il fallait marcher à 4 pattes pour passer en dessous des arbres. Parce que d'un bord à l'autre, ça passait pas, puis on ne pouvait pas passer sur les terrains des citoyens non plus, parce que les arbres touchaient vraiment chaque côté. Fait que fallait se faufiler où on pouvait. Fait qu'avec des citoyens qui nous suivent, qui sont vulnérables, qui ne sont pas nécessairement habillés dans une situation, parce que c'est arrivé à 6h10 qu'elle a touché le sol à peu près. Puis nous, on a su vers 3 heures plus tard, en fait, que c'était une tornade. Mais il n'y a pas eu de veille non plus ou d'alerte de tornade qui a été émis par l'Environnement Canada, c'est ça. Je fais partie du groupe Extreme Chase Québec. Donc, on est des chasseurs de tempête. Puis moi, je suis surtout le membre analyste, si on veut, du groupe. Dans mon véhicule, je vais surtout utiliser mon ordinateur. Donc, j'ai un ordinateur avec images radar, tout ça, les images satellites, les observations, les modèles météo. J'utilise aussi ma station météo qui est sur le véhicule parce qu'on enregistre les données en temps réel là, quand il y a des orages. Personnellement, je ne suis pas allé à Saint-Adolphe. C'est mon ami Mathieu, sa conjointe Nancy. Ils sont allés après que la tornade a passé. Et puis, eux, ça les a marqués aussi parce que c'était vraiment... Les dégâts étaient vraiment très, 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 très larges. C'était quelque chose que même eux n'ont pas vu au Québec, vraiment. Donc, c'était quelque chose de très, très impressionnant pour eux, là, effectivement. Moi, j'ai fait l'analyse de l'atmosphère cette journée-là. Et puis, tous les ingrédients étaient vraiment en place pour qu'il y ait une tornade à Saint-Adolphe. Premièrement, on avait beaucoup de chaleur. Il y avait beaucoup d'énergie potentielle, comme on dit, de la chaleur qui est disponible. On était aussi en fin d'après-midi, donc on avait atteint le maximum d'ensoleillement. Donc, on avait le maximum de chaleur disponible. On avait aussi des conditions très instables au niveau de l'atmosphère, c'est-à-dire qu'une partielle d'air
pouvait facilement monter et former un gros orage. Et associé à ça, il y avait un gros cisaillement des vents. Les tornades qui se sont produites le 23 juillet à Saint-Adolphe sont issues d'un supercellulaire, c'est-à-dire un très gros orage qui avait lieu, qui descendait les Laurentides et qui est rentré dans le couloir, si on veut, du lac des Trois-Frères, vers à peu près 5h20, 5h30. Et ce supercellulaire-là a été comme responsable de la formation des entonnoirs nuageux. Et dans des gros orages de la sorte, il n'est pas rare de voir que plusieurs tourbillons qui vont se former. Et finalement, c'est un peu ce qui est arrivé. Il y a eu 3 tornades qui sont formées d'intensités diverses, mais la tornade principale, qui est la F2, a vraiment donné des gros dommages dans la région du lac Beau-Soleil et même en s'en allant vers presque Val-David, à la limite, si on veut. Une première s'est formée dans le coin du mont Howard. Elle était très faible, c'était d'une intensité F0 comme intensité à l'échelle de Fujita. Et cette tornade-là a fait que des dommages au niveau des arbres, essentiellement. Mais on a vu quand même un entonnoir nuageux qui s'est formé au-dessus du lac Saint-Joseph. La deuxième tornade s'est formée dans le coin de Montée-Sauvage, un peu en arrière du lac Saint-Joseph. Elle a traversé les forêts. Elle a abattu de nombreux arbres sur une distance à peu près de 500 mètres à 1 km et d'une largeur à peu près de 200 mètres de large. J'ai été l'observer, cette tornade-là. Il y avait beaucoup d'arbres cassés, mais pas de débris sur les maisons. Et la troisième, c'est la tornade principale, celle qui a pris naissance devant chez moi, finalement, qui était à F2 à l'échelle de Fujita. Et elle a poursuivi sa trajectoire vers le lac Beau-Soleil, où il y a eu les dégâts les plus importants. En surface, les lacs sont comme nous. Paisibles, ils réfléchissent. Tourmentés, ils deviennent obscurs. Leur âme se trouve en profondeur, secrète, silencieuse. Il y a beaucoup de lacs à Saint-Adolphe. On en compte 85 à ce qu'il paraît. Lac Misère, Inconnu, Cuvette, Lac à Foin, Lac Cornu et j'en passe. On peut imaginer que chacun de ces lacs a sa légende. Le lac Vinsou est malgré lui passé à l'histoire il y a 100 ans.
Donc, en 1924, pendant que les hommes faisaient le foin, et une équipe de menuisiers charpentiers était en train de construire un chalet au bord du lac Vinçaux. Tout à coup, le ciel devient noir, puis des vents violents commencent à se manifester dans la région. Roméo Pagé, qui demeurait l'autre bord du chemin, il a vu ça venir de côté ouest du lac, le noir puis le vent. Donc, il sort immédiatement dehors, puis hurle aux ouvriers. « Hey, rentrez, rentrez chez nous, prenez refuge. Ça se passe pas bien l'autre bord du lac. C'est noir, puis il fait du vent. Venez vous réfugier. » La maison que tu es en train de construire vole dans le lac. Tout à coup, la grange, où ce qui étaient les ouvriers du foin, elle est dans le lac. Les veaux, et le buggy, tout est ramassé dans le lac Vinçaux. M. Raoul Pagé s'est accroché après un arbre pour ne pas se faire enlever par la tornade vers le haut. Donc, Bernard, ce qu'on voit ici, c'est la fondation de la grange qui habitait les animaux, les buggy. La tornade a fait en sorte qu'elle a amené la grange avant tout. Après ça, les buggy et les veaux ont suivi jusqu'au lac. Donc, ce qu'elle monte avec eux, c'est une mini-tornade. C'est une mini-tornade, ce qu'on appelle F0 sur l'échelle. Donc, c'est 104 km à 136 km de vent qui ont frappé pour quelques minutes le petit coin où était la ferme et les chantiers de travail. À 1000 pieds du site, ils ont trouvé des arbres déracinés, ils ont trouvé des portes qui étaient arrachées de la construction. Il y a eu une blessée. Heureusement, pas de décès. Ça a pris 2 semaines à toute l'équipe qui est des résidents, qui était une vingtaine à l'époque, pour nettoyer le chemin Turan 8 ou le chemin actuel qu'on appelle la montée d'Argenteuil. Pour commencer, mon père a acheté le terrain de Monsieur Beauchamp. Monsieur Beauchamp demeurait ici, la maison qui est présentement la propriété de Martin et puis Isabelle. Fait qu'il a commencé par acheter le terrain. Après ça, bien, lui aussi, il a travaillé pour des développeurs à Saint-Adolphe. Et puis, il y avait... Mettons que je peux imaginer comment ça s'est fait. Il a imaginé faire un développement ici. Ça fait que lui, il a regardé les opportunités qu'il y avait concernant le terrain. Ça fait qu'avec ça, ici, l'avantage qu'il y avait, c'était toutes des pits de gravier. Fait que moi, je me souviens d'avoir vu ça, j'étais jeune. Mais les pits de gravier, là, il y avait une pelle, c'était pas une pelle hydraulique comme aujourd'hui, c'est une pelle à câble. La pelle, probablement que lui avait dealé un marché avec l'opérateur. La pelle était souvent brisée, mais ça s'est fait pareil. Puis le fond du lac, c'est merveilleux. Il n'y a pas d'arbre qui a été laissé au fond. C'est merveilleux. C'est comme ça que le développement a commencé. Le nom? Le nom Beau Soleil vient... tantôt, je vous parlais de la maison ici en haut. C'est un monsieur Beau Soleil. Fait que lui, il a pris ce nom-là, en regard de monsieur Beau Soleil qui demeurait ici depuis longtemps. Et qui avait le pit de gravier qui est maintenant le lac. La plantation de pin, à ce moment-là, le gouvernement octroyait un certain nombre de petits arbres, environ 12 pouces. Et puis, lui, il en a eu 5000. Ça s'est fait après le lac. Le lac, c'était au début des années 60, puis les pins vers 66, 67 à peu près. Exact.
Le 23 juillet, on était ici, le 23 juillet 2022. Puis, Gaétan, il avait travaillé. Tu avais travaillé où? Ici, près du quai. Il avait travaillé. Puis, lui, il était parti dans la douche. Puis là, on s'est mis à pleuvoir, mais à grêler. Puis moi, j'ai des plants de tomates sur la galerie. Alors, j'ai décidé d'aller les abrier. Et puis, quand il est remonté, j'ai dit, t'aurais dû voir ça. Je me suis dépêchée. Oh, j'ai dit, t'entends-tu le vent? Et là, je suis venue voir dans la fenêtre à côté de la porte. Et là, c'était un mur de pluie. Les arbres, on les voyait tous se coucher un après l'autre. J'ai dit, Gaétan, viens voir. Puis là, on était là devant la fenêtre, comme un peu abasourdis, là, c'est quoi qui arrive. Puis là, ça a été de se dire, il faut qu'on fasse quelque chose pour se protéger, parce qu'on avait écouté une émission la veille pour la Californie qui disait d'aller en dessous des portes ou des choses comme ça. Et je me suis retournée vers l'escalier, juste pas une bonne idée. Et là, ça ralentit. Fait qu'on n'a pas eu besoin, mais là, pour la prochaine fois, on sait qu'il faut s'en aller en bas plus vite. Puis là, ça a été d'aller voir partout pour la maison, qu'est-ce qui arrivait. Là, les arbres étaient tout tombés partout. Il n'y avait plus rien quasiment de debout, tout autour de la maison. À ce moment-là, je suis sorti à l'extérieur, puis je pouvais voir l'autre maison, mais je voyais du bois à nu. Ça, moi, je suis assez... Mettons, je suis un gars de construction. Ça veut dire que le toit était parti. Ça fait qu'il y avait la moitié du toit de parti. Ça fait que là, on voyait des arbres, beaucoup d'arbres. C'était des arbres partout. De tomber. Ça fait que je suis parti avec la scie à chaîne. Puis d'aller chez le voisin ici, ça a pris une demi-heure. Une demi-heure, je pense que je n'exagère pas. Et puis, les gens étaient corrects. Évidemment, je voyais l'ampleur de la démolition. Après ça, j'étais un peu plus loin. Pour passer sur le chemin Beau-Soleil, quand on arrive par le travers, là, les lignes d'hydro étaient tombées, les poteaux tombés, les arbres, il ne restait plus un arbre debout. Et puis, là, les gens, tout près, tout le monde était correct. Et là, je suis allé un peu plus haut. La maison jaune qui a fait parler d'elle beaucoup, je pense que j'ai été le premier à arriver là. Et lui, c'est ça, quand il est revenu, il m'a dit, il était le premier à la voir, il l'a pris dans ses bras. Puis, mais lui, il s'en allait par là parce que son cousin Yvon, il est juste un peu plus loin. Il n'était pas capable de se rendre. Quand ça a été fini, la tornade, ça a duré 3 minutes. Là, on a sorti, moi, j'ai sorti dehors. Je suis allé voir que les dégâts. Puis là, j'entendais crier partout, au loin, là, j'entendais crier. Mais on n'était pas capable de se rencontrer. Il n'y avait aucun moyen d'aller marcher dans la rue. Il n'y avait plus de rue. La rue était pleine d'arbres. Au moins 10 pieds d'épais d'arbres. Des gros sapins, des épinettes, ça a tout tombé, là. C'était quelque chose à voir. Ça a donné un coup. Mais ça n'a pas brisé la maison. On s'est dit, on est quand même chanceux, là. Parce qu'à des places, les arbres, puis le vent faisait partir les couvertures à des places. Bien, oui, quand même, on avait peur parce qu'il y avait la voisine ici, la couverture à partir d'un verre. Fait que là, la madame a eu tellement peur, elle s'est cachée en dessous du lit, puis là, le lit, il levait. Il levait avec le vent. Elle se tenait après le lit pour ne pas passer par la couverture. La couverture, elle était partie. Puis la madame d'en avant, mais c'était la voisine, sa voisine. Elle aussi, la couverture a levé, là. Ça, c'est mes 2 voisins. Moi, j'ai été chanceux, je n'ai pas eu de ce problème-là. En fait, là, ça m'a pris à peu près 30 à 45 minutes suivant la tornade puis la découverte de l'ampleur des dégâts que j'ai pu reprendre mes esprits. C'est-à-dire que je suis tombée en état de choc, je pense, en tout cas, parce que je pleurais, je criais, je voyais la maison de ma voisine
avec les fenêtres cassées. Puis mon frère, lui, ça n'a pas pris de temps qu'il est sorti dehors. Là. Puis là, ben, j'étais en panique parce qu'il y avait des fils électriques partout, par terre. Puis là, je lui criais de revenir, de rentrer parce que, bon, j'avais peur qu'il s'électrocute. Donc, Steve est parti se promener, puis quand il est revenu, il m'a montré une photo de la maison de Michel, qui est la fameuse maison jaune qu'on a vue beaucoup dans les médias, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de toit. Donc, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai repris mes esprits. Là, c'est revenu comme ça, parce que je me suis dit, ah mon Dieu, il y a peut-être des blessés, il y a peut-être des gens là, qui ont besoin de nous. Donc, je me suis calmée, je suis revenue à moi, puis je me suis habillée pour aller me promener dans la Beaucaire pour essayer de voir s'il y avait des gens blessés ou qui avaient besoin d'aide autour. Le lendemain matin, quand tu te lèves, tu rouvres la porte, tu regardes dehors, tu réalises le désastre encore, il est réel, c'est pas juste un rêve. Ça a été spécial un peu l'ambiance qui s'est créée entre voisins, parce que les premières entraides que tu reçois, c'est vraiment des voisins immédiats, parce que c'était même pas accessible en auto. Même que mes amis entendaient parler que j'étais dans le problème, ils pouvaient pas avoir accès à venir me visiter. Je suis allé au téléphone, je dis, Patrick, il y a une tornade qui a passé chez nous. Il dit, Martin, fais-toi-en pas, là. Il dit, je te laisserai pas tomber. Il dit, je vais m'occuper de toi. Il m'a envoyé de ses employés. Tu sais, quand t'as des chums qui t'appellent, que t'es au téléphone, t'es dans la merde, puis qui te répondent sous ce ton-là, ils vont pas te lâcher. Ça fait de quoi, tu sais? Tu dis, j'ai fait de quoi de pas pire dans ma vie. À un moment donné, quelque part, j'ai été correct avec mon monde. Là, à partir de là, on n'a pas eu le temps d'être en douleur, là, tu sais, de réfléchir. Fallait être opérationnel, hein? C'est ça qu'on a commencé tout de suite, tout de suite. Le lendemain, à nettoyer. Puis, tout de suite. Puis là, il est arrivé du monde. monde. Débarrasser. Puis on avait beaucoup de monde qui sont venus nous aider. On a réussi à passer à travers. On a été gâtés par le monde, là, ça n'a pas d'allure. Il y a des fois, on était 18 bénévoles, là. Ils passaient la journée ici. Il y en a des fois, c'était le matin, mais la plupart, ils passaient la journée. Il y en a qui revenaient tous les jours. Ça nous a permis de voir qu'il y a encore du monde, là, tu sais. Ils sont ici serrés, là. Ça, c'était beau parce qu'il faisait tellement chaud. C'est épouvantable. Puis on est habitués, nous autres, à avoir des arbres puis l'ombre, hein? Et là, j'ai demandé du soleil en haut, là. J'en ai eu. Moi, le lendemain, on a eu 2 personnes qui sont venues nous voir. Là, ils débarquaient avec les chaînes, ça. Mais là, ils me demandaient par où qu'on commence. Mais là, à ce moment-là, moi, qui est habitué dans la construction, qui est habitué dans l'action, je n'étais pas capable de leur dire c'est ça qu'on fait. Fait qu'on aurait pu commencer avec les scies à chaîne ou le bois, où on le mettait. On n'était pas encore prêt à recommencer. L'entraide, c'était vraiment le mot, là. Le monde, il calculait plus, là. T'as besoin de mon échelle, il prend-la. T'as besoin de l'huile, peut-être ça. Tout le monde s'échangeait le stock, puis s'entraidait. C'était vraiment spécial. J'ai été souper chez ma voisine pour la première fois. C'était depuis 2003 que j'habite là. Un moment donné, elle m'a invité à souper, elle avait du spaghette, elle me voyait travailler dehors. Elle dit qu'il doit avoir faim, lui, à un moment donné. J'étais allé prendre mon bain dans le lac de la voisine en arrière parce qu'on n'avait plus d'eau, plus de puits, plus d'électricité. Oui, il y a des bénévoles qui arrivaient ici à 7h30 le matin pour nous donner un coup de main. Puis, moi, je m'occupais de l'extérieur. Christine s'est occupée, leur donner à manger le midi, puis à la fin de la journée, puis essayer de gérer tout ça, C'était beaucoup d'ouvrage, mais comment je peux dire, ça s'est fait naturellement, ça a bien été.
Tout le temps qu'il était là, on n'a eu aucun blessé ou quoi que ce soit, ce qui était le plus dangereux, étant donné qu'on était avec des chainsaws sur des arbres penchés, cassés. Alors, ça aurait pu être dangereux, sauf que tous les bénévoles ont été très prudents, puis on n'a pas eu un accident tout le temps. Puis que là, les gens, les pompiers, nous autres, on a eu des amis, on a eu des clients Gaétan qui sont venus, entre autres deux, Rémi puis M. Lépine. Il y a des gens qui sont... Mais c'était surtout les pompiers qui ont été beaucoup présents à ce moment-là. Puis tout le long, les pompiers nous ont extrêmement aidés. Là, à un moment donné, là, tout le monde venait nous aider. Puis c'était bien agréable parce que là, c'est encourageant. Quand tout le monde t'aide là, à faire des choses de même, là, c'est plein d'ouvrages. Il ne faut pas que tu te décourages parce que le monde y venait. Là. Il y en a un, à un moment donné, il débarque, puis mon cousin m'avait averti, un arbre déraciné, touche pas à ça. Il dit, je vais m'en occuper de ceux-là, je vais venir avec ma pelle une bonne journée, parce que c'est dangereux que quand ça reflippe à l'endroit. Fait que le gars, il arrive, puis moi, j'y explique ça. Je dis, là, ceux-là, touche-y pas, là, c'est dangereux. Il part pour aller se changer, puis là, je le vois mettre tous ses équipements, ses pantalons, là, il sort la chancel, les galons de gaz. Il était équipé de la tête aux pieds, puis il part, puis il s'enligne direct sur cet arbre-là, que je venais de dire de ne pas toucher à ça. À ce moment-là, j'ai réalisé, OK, je vais le laisser faire, lui. Mais lui, il s'est occupé tout mon devant, là, au bord de la rue, là, tous les arbres qui étaient problématiques. Lui puis son voisin. C'est un docteur dans... Je pense il habite, je pense, dans les Quatre-Lacs ou dans ce coin-là. Et puis, eux autres, là, des vrais castors, là, ils ont tout arrangé le devant. J'étais tellement content. Puis nous autres, moi, je continuais à couper, puis on a sorti du bois, on a brûlé, ça n'avait pas de bon sens. Moi, j'ai été surprise de voir tout le monde, l'aide qu'on a eue. Puis je trouve que ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles comme ça avec tout ce qu'on entend à la radio, à la télévision. Il y en a du bon monde encore. Moi, c'est ça que j'ai trouvé. Puis maintenant, je vois les étoiles. C'est vrai. Puis j'ai un beau soleil. C'est à ça que je pense. Moi, j'ai trouvé 3 affaires positives. Au-delà du vent de face et des traces de la dévastation, il fallait laisser celle de l'humanité, celle de notre communauté, une communauté tricotée serrée. Armé de ma caméra comme seul outil, j'ai assisté aux corvées organisées pour venir en aide aux personnes sinistrées. Lors de mon incursion, j'ai fait la connaissance de plusieurs d'entre elles. Au cours de nos échanges, je percevais le besoin qu'elles avaient d'exprimer leurs émotions en lien avec l'événement qu'elles venaient de vivre. Caméra fermée, j'écoutais. Je saisissais l'ampleur de l'épreuve. Le choc était puissant. Après 3 jours, après la tornade, on a ouvert la 329 et j'ai pu passer de Sainte-Agathe vers Saint-Adolphe. Et c'est la première fois que je voyais la désolation, que je voyais le secteur Beau-Soleil de cette façon-là. Et l'idée m'est venue de faire quelque chose pour aider ces gens-là. Et la façon que j'ai trouvée, c'était d'organiser une journée bénévolat pour, avec des gens, des CHN, pour aller leur aider. À partir de là, j'ai appelé le service d'incendie pour leur demander si c'était possible, si on pouvait faire ça. Et on m'a répondu que probablement, mais avec la réponse, l'accord des gens sur les lieux. Donc, je me suis rendu sur les lieux et rencontré le
le président de l'association et quelques personnes pour leur donner mon idée, leur dire, bien, si on emmène des gens ici avec des CHN, est-ce que ça pourrait vous aider? Et on m'a répondu que oui. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait un post sur les réseaux sociaux, sur Facebook, que j'ai envoyé comme cri du cœur. Et la réponse fut assez rapide. Donc, c'est de là aussi qu'est venue l'idée qu'on avait besoin des bras, du cœur et un sourire. Et ça a très bien marché puisqu'on a eu 160 bénévoles la première journée de bénévolat. J'ai eu quand même plusieurs commerces qui nous ont appelés. Aussi, mon patron, Gaëtan Vendette, qui, lui, m'a dit, bien, écoute, Clément, moi, je suis prête à mettre mes camions et ma pelle mécanique au service des gens. Si les chauffeurs sont prêts à travailler bénévolement. Donc, c'est à toi de t'arranger avec ça. Donc, j'ai parlé avec les chauffeurs, puis ils ont tous accepté. Et c'est de là, après ça, d'autres compagnies se sont joints à nous autres. Donc, on a eu beaucoup de bénévoles avec les CHN, des gens qui venaient pour donner un coup de main, mais en plus des contracteurs qui sont venus nous aider pour faire le transport des branches et des souches à l'éco-centre, donc municipal. Tous les commerces qui se sont impliqués, en plus le dépanneur, le restaurant de la montagne, ça fait beaucoup plus de gens, dans le fond, qui se sont impliqués. Donc, on a vu la solidarité là-dedans. Ma rencontre avec Stéphane Lagacé, qui est le président de l'association Beau Soleil, en premier, on voyait un peu mal qu'est-ce qu'on venait faire là. On ne comprenait pas vraiment. Il y a des gens qui ne voulaient pas avoir des étrangers qui viennent sur leur terrain. Le fait que les maisons, il y avait des maisons d'éventrées. Donc, il était un petit peu nerveux à ce sujet-là. Comme j'ai parlé avec Stéphane, je lui ai dit, écoute, c'est toi qui vas diriger les opérations parce que c'est toi le président ici. Et si vous êtes d'accord, naturellement, sinon, tout simplement, on oublie ça. C'est un projet c'est une idée que j'ai eue, tout simplement. Et naturellement, bien, Stéphane a accepté après avoir parlé avec les gens là-bas. Et ils ont eu un meeting et puis il m'a présenté à tout le monde. Et de cette façon-là, mais tout s'est bien déroulé. J'ai commencé par ici, puis j'ai fait le tour voir les tours. Ouais. C'est ici que ça se passe. Ouais. Les tours, là, c'est vraiment ici. OK, parfait. Le pont d'ici, pas tant montant. Okay. Un gros baptême, moi. Je m'attendais pas à avoir un mandat aussi intense. Je suis habitué de gérer des chantiers, mais là, j'ai dû gérer une tornade. Donc, je peux pas dire que c'est une belle expérience, mais ça a été quand même une belle expérience par rapport à ce que tout ce qu'on a dû faire pour les mots me manquent, chérie. Moi, j'étais à l'entrée du garage, puis quand ça s'est terminé, là, il s'est mis en mode c'est ça, je vais sauver la planète, tu sais. Fait que je suis parti, j'ai voulu aller voir ce qui se passait plus loin. Manon est venue avec moi, j'ai vu les arbres tomber partout. Fait que là, on sort la chainsaw, commence à couper les arbres sans réfléchir. Manon, elle, là, il y a des gens qui viennent nous aider. D'autres, on s'imaginait que ça s'est passé dans notre secteur. Là, moi, j'ai pas vu l'autre côté. Fait que Manon est venue me rejoindre, puis elle dit chérie, viens voir ça. J'ai dit non, j'ai pas le temps, il faut que j'ouvre le chemin. Puis elle dit non, t'arrêtes, tu viens voir ça. Fait que là, on est parti, j'ai été voir ça. J'étais sur le bord du lac, puis j'ai vu ce qui était arrivé. Là. C'était partout, là. Tout était tombé partout, là. Fait que là, c'est là que j'ai lâché les arbres dans mon entrée, puis là, j'ai été voir
comme mon instinct me le disait. J'ai voulu aller aider tout le monde, fait que là, je suis parti. Là, j'ai été juste à l'entrée du... en tout cas, un petit peu plus loin, là, il y a comme une fourche. J'ai été jusque là, puis là, c'est là que j'ai vu les chemins qui étaient bloqués, il n'y avait plus rien à faire. Puis là, les gens essayaient de s'en revenir, les pompiers sont arrivés, secouru les gens qui étaient en haut. Puis, écoute, que dire, c'était en tout cas, à ce moment-là, il n'y avait plus grand-chose, il n'y a pas grand-chose à faire, à part que d'aider les gens à sortir de là, d'évacuer les gens. Puis ensuite de ça, ben là, ce soir-là, il y a eu une accalmie, là. C'est le lendemain matin là, que là, tout le monde s'est mis en mode il faut qu'on ouvre les chemins parce que c'était la priorité, c'est que les gens puissent sortir de chez eux. Là. Écoute, tout le monde était sain et sauf aussi, c'était notre priorité aussi. Là. Moi, ce soir-là, mon instinct de vouloir sauver la planète est ressorti. Puis là, j'ai fait la tournée ce soir-là de tous les chemins. C'était un peu trop gros quand même. C'était un peu trop gros, mais n'empêche. Ouais. Moi, j'étais prêt à passer la nuit là, à dégager les chemins. Puis écoute, si les pompiers avaient fait ça dans la nuit, moi, j'embarquais, tu sais. Tu sais, Hydro est débarqué, là, c'est assez impressionnant, là. Rapidement, puis à plusieurs camions, là. Fait que c'est quand même impressionnant comment est-ce que rapidement, là, ils ont libéré tous les chemins. Ils ont refait les poteaux, ils ont remis l'électricité. Ça a pris 5 jours, je pense, puis tout était fonctionnel. Ouais. Il a fallu quand même, pendant 5 jours, trouver des moyens d'être fonctionnel, là. Le concert des génératrices. Le concert des génératrices. Raccorder ça dans les panneaux. Et en tout cas, c'était... On s'est tout écœuré. Maudite génératrice. On l'a encore dans le garage, la génératrice, on la regarde puis on a peur de l'utiliser. Là. Ça, puis le bruit d'une chainsaw, là, c'est... Ça a duré pas mal de temps, ça. Fait pour cette fin de semaine-là, c'était pas mal ça. Là. Ensuite de ça, il y a des choses qui se sont enclenchées. Là, j'ai eu des gens, des voisins qui sont venus voir. Parce que moi, je venais juste de devenir président, là, 2 semaines avant. Fait que là, on m'a approché, on me disait qu'on avait des petits problèmes, là. Fait que là, c'est là que je leur ai dit, regardez, je vais m'en occuper, comme d'habitude. C'est mon patois, ça. Je m'en occupe. Fait que là, j'ai décidé de m'occuper de ça, là, puis essayer de voir ce qui pouvait être fait. Là. Puis là, c'était tout d'organiser ça, là, tu sais, l'accessibilité des gens, s'assurer que les gens aient des compétences aussi minimales, tu sais, triguer ça aussi, là, savoir qui va aider avec des chainsaws, qui va faire juste du transport de branches, la machinerie qu'on a, combien de pelles mécaniques, combien de plateformes pour transporter les branches, où aller porter les branches. Puis écoute, ça a été... Mais c'est des beaux dossiers. C'est des beaux dossiers comme on l'aime. Nous autres, on est habitués à ça. Fait que même Manon a donné un bon coup de main là, par rapport à la logistique de tout ça, la documentation. Il fallait faire des documents d'inscription. En tout cas, ça a été un beau travail d'équipe, vraiment. Là, Puis la première levée de fonds, écoute, pas levée de fonds, mais la première journée bénévole, le premier samedi, ça a super bien été. Tout le monde était enchanté. Puis là, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé d'en refaire un autre. Autant les bénévoles qui voulaient revenir nous aider que les résidents ici. Fait que c'est là que j'ai entrepris une autre journée bénévole. Ça s'est fait là, début septembre, je pense. Quelque chose en genre. Là. Fait que c'est là on l'a réorganisé. Mais là, c'était encore plus gros. Là, on a été chercher, je pense, 175 bénévoles. C'est pas 200. J'ai eu une commandite de poulet. Benny nous a fourni 250 poulets cette journée-là. Le président de Benny s'est présenté ici avec nous, on est mangé avec nous. Club Lyon est encore là. Les pompiers, et autant dans la première fin de semaine que la deuxième, étaient... Je pense que tous les pompiers du secteur étaient là. Le Club Lyon est venu ici, ils nous ont prêté leur roulotte, ils nous ont fait de la nourriture. Écoute, il y a eu un grand rassemblement d'aide. Club Lyon a participé beaucoup. J'ai eu des rencontres avec eux là, pour organiser tout ça.
Donc, nous avons participé à cette corvée-là en offrant la roulotte et des installations, des chapiteaux qui étaient déjà installés par l'association. Mais surtout, nous, c'était une façon comment je peux dire, d'accueillir les gens, de réconforter les gens aussi, parce que c'était une grosse épreuve, surtout lors de la première corvée, parce que c'était pas longtemps après la tornade et les gens résidents du secteur étaient encore affectés par tout ce qu'ils avaient vécu. À la deuxième corvée, ça a été aussi agréable parce qu'on encourageait, on aidait les gens et aussi, évidemment, tous les bénévoles qui ont participé aux 2 journées de corvée étaient aussi les bienvenus à la roulotte à titre de point de ralliement. Il y a eu des repas qui ont été servis le midi, surtout, parce que la corvée débutait tôt le matin et ça se terminait vers 4 heures. Là. Après ça, les gens étaient épuisés aussi, donc ils retournaient chez eux. Moi, la chose qui m'a le plus touchée, quand on est arrivé pour la première corvée, le matin, on n'était pas installé qu'on entendait déjà les scies mécaniques partout. On entendait juste ça. Fait qu'il y avait déjà des gens qui étaient en train de s'entraider. Ça a été vraiment une belle journée, 2 belles journées en tout cas, de ce qu'on a constaté. Nous avons été approchés par les Clubs Lions international qui nous ont offert un appui financier nous permettant justement disons, un peu d'effrayer les coûts des corvées, mais aussi offrir aux sinistrés un appui tangible. Donc, on a on a rempli 29 glacières qu'on a remis aux sinistrés. Ils ont apprécié, ils ont vraiment apprécié. Ça s'est produit lors d'un 5 à 7. Nous avions invité, en plus des sinistrés, évidemment, les contracteurs et aussi les employés municipaux. C'était une façon de souligner un peu, les pompiers aussi, évidemment, de souligner leur participation et leur grande collaboration. Vraiment, les pompiers ont été là auprès des sinistrés pendant plusieurs jours. Il y a aussi du travail qui s'est fait d'entraide par les gens de la place, mais d'autres gens qui sont venus aussi pour donner un coup de main. Vous avez ramassé des branches aujourd'hui? Oui. OK. Avec qui? Est-ce que vous connaissiez les personnes? Ou... on est comme dans un groupe avec les pompiers puis notre famille. Avec on les connaît pompiers? pas les gens d'ici. Oui, on connaît pas les... Alors, non, ça a été c'est beau à voir, la communauté, finalement. On n'a pas des moments vraiment précis où on peut témoigner de notre appui, mais là, ça a été vraiment marquant, vraiment impressionnant. Arrivé ces lieux, c'est sûr que tout le monde cherchait un genre une personne ressource, si on veut. Puis quand ils ont vu les pompiers commencer à arriver, mais là, on voyait que le monde se déplaçait, venait nous parler. On essayait d'intervenir pour les aider, mais en même temps, on essayait de les écouter. Juste la madame qui est partie avec qui est pas partie, qui était accrochée après son lit quand le toit de la maison a levé. C'était... Le monde était... était découragé, comme quasiment désorienté. C'était de l'émotion pour eux autres aussi. C'est comment on va s'en remettre de tout ça. Puis il y avait de la job à faire. Il y avait beaucoup de choses à faire. C'est parce que le groupe pour l'aide, le groupe qui passait, il y avait toujours quelqu'un qui passait presque à tous les jours pour... Au début, ça. C'était le CLSC, je crois. Pour nous demander, puis il prenait le temps de jaser avec moi, parce que j'étais plus collée à la maison qu'en train de scier ou quelque chose, là, comme lui. Puis ça faisait du bien, mais elle nous demandait tout le temps comment tu te sens, mais j'avais pas le temps d'y penser.
Ça, je disais, elle dit, faut que t'en parles. J'étais quand même que je savais pas quoi dire, tu sais. J'ai dit, moi, je suis correcte. J'étais correcte. Mais disons que là, des fois, ça me fait du bien de peindre. Parce que ça sort. Tu sais, je peux faire de la cochonnerie, là. Puis ça sort. Fait que moi, c'est le même que ça sort. Oui. Ça fait pas longtemps. Ah oui, là, les jours qui ont suivi, mais c'était pas facile. On regardait ça, puis on s'encourageait, puis on essayait de faire pour le mieux, là. Puis là, les pompiers venaient tous les jours nous voir, puis ils nous encourageaient. Puis on a eu de l'aide des pompiers, là, sur le côté moral, là, parce qu'on en avait besoin quand même, là. Pour nous, c'était important d'être là pour s'assurer que les citoyens étaient corrects. Et eux autres, ça leur faisait du bien de nous parler. Nous, ça nous faisait du bien de les écouter. À chaque fois, on avait des nouvelles histoires qui se complétaient d'une fois à l'autre. Puis je crois que ça fait du bien aux citoyens de voir qu'ils n'étaient pas abandonnés puis qu'on était présents pour eux, pour les écouter puis les supporter dans cet événement-là qui a été quand même d'une grande ampleur. Ça n'a pas été facile non plus parce qu'il y a des gens qui ont trouvé ça dur longtemps. Manon a trouvé ça dur longtemps. Manon ne voulait plus revenir au chalet parce que moi, j'avais tendance, puis je continue à le faire encore. Lorsque je viens au chalet, je fais le tour pas du lac, mais c'est en tout cas le tour du chemin. Du là, beau soleil. Ouais. Du beau soleil. Puis je vais toujours voir si tout est sous contrôle. M'assurer s'il n'y a pas quoi que ce soit qui peut-être que je pourrais, tu sais. J'ai gardé cette habitude-là, mais dans ce temps-là, je le faisais aussi, là, après la tournade. Puis lorsque Manon venait avec moi, ben elle regardait ça, puis ça écrivait vraiment quelque chose de pas agréable, là, tu sais. Fait qu'on arrêtait de faire le chemin. Tu sais, je suis pas à plaindre parce que nous, justement, c'est une résidence secondaire, tu sais. Fait que on avait l'option de retourner à la maison, tu sais, puis de retrouver une espèce de normalité. Mais pour nos voisins qui sont ici, c'est leur maison, puis c'est leur résidence. Puis ils vivaient ici là, à tous les jours, là, dans cette réalité-là. Là. Fait que ça a été très difficile là, pour certains. Là. On a senti vraiment la détresse là, des gens. Là. Chaque fois qu'il y a un orage, puis c'est un été d'orage, là. Puis ça brasse aussi. Je sais pas si c'est parce qu'on n'a plus d'arbres, là, mais le vent ici, c'est effrayant. Ils vendent beaucoup. Sauf que la seule bonne affaire, c'est qu'on se dit qu'il n'y a plus d'arbre qui peut tomber sur la maison. Lui, c'est le même qui m'encourage. Il me dit, énerve-toi pas, Christine, il n'y a plus d'arbres qui vont tomber sur la maison. Mais je regarde toujours ce petit arbre-là, là, des fois. Puis quand il penche, au début, la première semaine, j'ai dit, Philippe, je pense qu'il y en a un autre qui s'en vient. J'étais plus nerveuse, là, je dis, après un bout de temps, là. Mais ça m'énervait. Surtout cet été. Ça, c'est difficile. J'ai plus de misère. Il faut que je respire. Il y a eu une demande de fait au CLSC. Oui. On avait des gens ici qui sont venus régulièrement, chaque jour, chaque 2 jours, nous demander psychologiquement comment on allait. Oui. Mais Marie, elle a eu peut-être un peu plus de difficultés. Après coup, c'est ça. Après coup. Oui, quand il y a du temps nuageux, on regarde ça. C'est pas trop inquiétant, mais on essaie de garder le moral. On voit que... On regarde. C'est pas facile quand même. Là, c'est dur. Des fois, c'est dur. Puis je suis passée par toutes sortes de gammes d'émotions, c'est-à-dire, OK, on va s'en sortir, on passe en mode nettoyage. Donc, j'ai pris 1 semaine de congé pour en faire un maximum. Puis après 1 semaine, je suis retournée au travail. Mais je me suis rapidement rendu compte que je me sentais vraiment pas bien, que j'étais dépassée par les événements, qu'il y avait énormément de travail à faire chez nous. Et puis je ressentais beaucoup de détresse et de tristesse là, face à la catastrophe. Et puis en parlant avec ma supérieure, on a convenu, et mon médecin,
il était convenu là, que je prenne 3-4 semaines d'arrêt de travail là, afin de pouvoir me poser et puis remettre ma maison, mon terrain un peu en ordre. Là. On a perdu une centaine d'arbres. Et puis c'est à ce moment-là aussi là, que j'ai réalisé là, que j'avais probablement subi un choc puis que toutes les émotions que je vivais face à la détresse et la tristesse que je ressentais, c'était normal, et puis que je devais prendre le temps de m'occuper de moi puis de ça. Après un événement difficile, comme un derecho, comme une inondation, comme une tornade, pendant le mois qui suit, avoir peur, se réveiller en sursaut, avoir tout à coup l'impression, si le vent augmente, que ça recommence, faire des cauchemars, éventuellement, se sentir un peu fragile, avoir les yeux dans l'eau, avoir tendance à pleurer, avoir un peu moins faim. Tout ça, c'est ce qu'on appelle une réaction de stress aigu. Repenser à l'événement, avoir des images qui nous reviennent, avoir un sentiment qu'il faut vérifier les portes, la fenêtre, plus qu'on le ferait habituellement. Tout ça, c'est ce qu'on appelle une réaction de stress aigu. Et ça, c'est normal. C'est-à-dire que tout le monde peut faire ça. Et ce qui est normal aussi, c'est qu'après un mois, normalement, ça s'efface. C'est comme si ça diminuait et petit à petit, ça disparaît. Pour certaines personnes qui sont plus sensibles, plus fragiles aussi, ou pour lesquelles ça rappelle d'autres choses. Ça se peut que ça ne parte pas, et que les cauchemars restent, et que l'impression d'être hyper vigilant demeure plus qu'un mois. Et à ce moment-là, on parle d'état de stress post-traumatique. Quand ça persiste au-delà d'un mois, là, ça peut dire qu'il y a quelque chose d'ébranlé un peu plus profondément, et puis quelquefois, à ce moment-là, on a besoin d'aide. Dans un endroit comme Saint-Adolphe, si on a un derecho ou une tornade, c'est certain que si les gens de la communauté s'entraident, créent des nouveaux liens, créent des solidarités qui n'étaient pas forcément là avant, ça va non seulement compenser, mais presque surpasser. Donc vous voyez, c'est pas de dire que les catastrophes naturelles sont positives, elles sont terribles et elles sont coûteuses au niveau émotionnel et matériel, mais c'est de dire qu'elles peuvent recréer des liens dans une communauté, des liens entre familles étendues, des liens entre voisins, des liens entre gens qui ne se connaissaient pas du tout et qui ne s'étaient jamais vus. Et ça donne à ceux qui aident, ça leur apporte quelque chose, ça transforme, ça nous transforme quand on peut aider les autres. Donc ça apporte c'est un cadeau de pouvoir aider les autres. Et c'est aussi un cadeau de se faire aider. Vous voyez cette idée qu'on se rejoint et on crée des solidarités qui deviennent finalement plus fortes que la catastrophe. Donc dans des situations de désastre naturel, l'entraide communautaire et l'entraide familiale est beaucoup plus importante que l'aide professionnelle. Et elle rend les gens plus forts. Elle les rend résilients. Alors que si on pousse de côté l'aide familiale et professionnelle et communautaire et qu'on la remplace par de l'aide professionnelle, c'est un peu comme si on envoyait le message aux gens, vous n'êtes pas capable de vous en tirer tout seul. Vous n'avez pas les ressources en vous pour vous en sortir tout seul. Et ça, c'est mal équiper la communauté pour les prochains épisodes, parce que ça peut arriver encore. Mais c'est ce sentiment qu'on a de dire, c'est difficile, peut-être que ça nous fait peur, mais on est capable de passer par-dessus. Ça, c'est très important. La
municipalité, elle a son plan municipal de sécurité civile. En fait, c'est selon la loi, il fallait avoir un plan. Donc, notre plan est conforme, il est adopté, il est déposé aussi au ministère. On a une section qui touche les vents violents. Puis le plan il est mis à jour annuellement, comme demandé. Puis même présentement, on est en train de faire une refonte du plan pour l'adapter justement avec les nouveaux aléas là, qui se développent avec les changements climatiques. On peut se demander, l'événement qui s'est produit le 23 juillet, c'est-tu fréquent? Ça va-tu se produire plus fréquemment? Est-ce qu'il y a un lien qui relie ces événements-là au changement climatique, par exemple? En moyenne, année après année, au Québec, on observe entre 7 et 8 tornades d'intensité significative. Effectivement, ou essentiellement, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, les gens qui ont des téléphones, les moyens de photos satellitaires, les radars, on est peut-être en mesure de détecter de plus en plus de tornades. Mais de là, de dire que ces tornades-là sont reliées au changement climatique, je pense que ça serait présumé de vouloir poser cette affirmation-là. Parce que pour parler de changement climatique, il faut parler de phénomènes qui vont se produire à longue échelle, dans le temps, sur une période de 50 à 100 ans. On n'est pas en mesure de dire, à cause qu'il y a eu une tornade, que c'est dû au changement climatique. Toutefois, les changements climatiques nous amènent un réchauffement des températures. Qui dit réchauffement des températures, dit augmentation des températures, augmentation de l'humidité potentielle, augmentation des précipitations. Donc, il y aura possiblement de plus en plus d'événements comme celui qu'on a eu le 23 juillet, qui pourraient se produire dans les Laurentides et ailleurs au Québec. On le ressent, la température est vraiment différente d'il y a 10 ans, 20 ans, même 30 ans, même dans mon enfance. Là, je vis des températures ou des conditions de climat que j'ai jamais vues avant. Puis, on en a de plus en plus. Donc une réconciliation, je ne suis pas certaine. Par contre, j'ai confiance au fait que ça ne m'affectera pas autant que ça m'affecte un an plus tard. C'est dans le cadre des Journées de la culture. Et donc, ma mère, qui fait partie des raconteuses à Dolphine, m'a raconté un peu ce qu'il faisait et le thème qui était la collectivité. Et donc, Henriette, une autre raconteuse à Dolphine, est rentrée en contact avec moi pour savoir si je voulais faire un texte sur l'entraide qu'il y a eu pendant la tornade. Donc, moi, j'ai accepté de lui raconter ce qui s'était passé. Et donc, Henriette a écrit le texte et c'est ma mère qui l'a lu lors de la journée où il présentait les textes. Tornade. Ma marraine, Marie-Claude, était venue nous chercher à l'aéroport et nous ramener à la maison. On revenait d'une visite à notre famille en France. On avançait vers Saint-Adolphe. Il faisait de plus en plus noir. On n'y prenait pas trop garde, nous étions en décalage horaire. Il était environ 18 heures, le 23 juillet 2022. Dans le village, une chape noire enveloppait le chemin Beau-Soleil. Tournant vers notre maison, bouche bée, on assistait à un spectacle de fin du monde. Des arbres, de grands arbres tombaient comme s'ils étaient aussi légers que des allumettes. Dans leur chute en domino, ils en entraînaient d'autres. La tête d'un sapin atterrit sur le capot de notre voiture. Marie-Claude, la conductrice, a voulu reculer, s'éloigner de cet apocalypse. Impossible. Des arbres s'étaient abattus derrière l'auto. Nous étions coincés entre deux murs d'arbres et de fils électriques enchevêtrés. Ce sont les pompiers de Saint-Adolphe qui, prudemment, nous ont tirés de là. Des voisins nous ont offert le gîte pour la nuit. Heureusement,
que nous avions nos valises pour les objets de première nécessité. Une nuit où notre fatigue mentale était supérieure à notre fatigue physique. 2 questions angoissantes s'imposaient. Notre maison existe-t-elle encore? Comment arriverons-nous à nous sortir de cette tornade catastrophique? Nous étions devenus des sinistrés. Toujours privés d'électricité, mais au grand jour, le lendemain marque le début d'une vague de solidarité. Des voisins, amis, collègues de travail de ma mère sont venus avec de l'équipement pour trancher, scier, couper, transporter troncs d'arbres et branches cassées. Tous débarqués avec la force de leurs bras et leur bonne volonté. Puis, pendant 2 jours, des bénévoles organisés ont travaillé comme des fourmis à dégager maisons et terrains. Une centaine de personnes, pour la plupart inconnues. De la nourriture s'offrait aussi. Les rôtisseries Saint-Hubert de Sainte-Agathe-des-Monts, IGA Morenites et le Club Lyon de Saint-Adolphe. Mes amis sont aussi venus avec leurs parents, leurs familles. Simplement les voir arriver, se glissant entre les débris, enjambant les bûches, nous donnait courage. Lire la compassion sur leur visage, entendre des mots gentils, nous permettait d'entrevoir un retour à notre vie d'avant. Toutes les formes d'aide nous soutenaient, nous portaient, ne pas être seuls devant cette tâche incommensurable. Puis, en nous aussi est montée une vague de gratitude envers nos voisins et voisines, des hommes, des femmes, des ados, nos semblables. Notre voiture était intacte, notre maison avait été protégée, et nous, moi, Thomas et ma mère Catherine, nous étions vivants et nous étions aimés. Ce texte a été écrit en trio, Thomas, Henriette et Catherine, en septembre 2023.